Au premier regard, la montagne du Morne ne semble être qu'une surprenante élévation granitique et basaltique qui s'avance dans l'océan Indien au sud-ouest de l'île Maurice, culminant à environ 556 mètres, dont le sommet couvre une surface de plus de 15 hectares. Un des plus beaux sites de l'île Maurice, avec son paysage presque intact, cet endroit a eu et continue à avoir beaucoup d'importance dans le psychisme de la population mauricienne, sans mentionner qu'elle fait toujours grande impression auprès des étrangers. Avec ses côtés très rigides et ses cavernes de surplomb, elle veille jalousement sur une végétation précieuse, comprenant des plantes indigènes et exotiques. En arrivant au pied de cette montagne légendaire, nul ne peut s'empêcher de lever la tête et de porter son regard sur sa cime. Une véritable tête qui semble surveiller encore sur des hommes auxquels elle a rendu la liberté et qui ont fait d'elle une montagne fabuleuse. Le Morne a aussi une grande importance dans l'histoire et la mémoire collective de l'île Maurice, car ce site fait surtout partie de l'histoire de l'esclavage. Au nord de la montagne s'arrête avec la pointe Marron et pointe Pêcheur, et au sud, avec la pointe sud-est, deux canaux profonds, dont celle de la Prairie et de la passe de l'Ambulante qui rejoint la haute mer. Ces deux passes sont d'une importance capitale, car des bateaux d'esclaves y ont traversé pour rejoindre la terre. Les esclaves marrons sont aussi passés par ces deux passes pour retourner dans leur pays ou pour trouver la liberté. Et dans le sud-est se trouve le ravissant village du Morne, qui fait partie du paysage culturel et qui a des liens historiques avec la montagne, y compris ces quelques vieilles tombes entre Trouchenille et le village du Morne, qui nous rappellent notre passé, sans mentionner les quelques griots qui racontent encore l'histoire orale du Morne. Moi, je suis né le Morne. Moi, grandi le Morne. On en prend la pêche, le Morne. On fait la pêche. On fait gardien bœuf, le Morne. Travail journée, le Morne. Travail en flé camion. Travail dans la saline, le Morne. Là, nous commençons à y balle, c'est le couille charbon. Elle coupe du bois, fait à four, couille charbon. L'histoire ne peut nier que la montagne du Morne fut autrefois un sanctuaire pour les esclaves marrons de la colonie française. Aujourd'hui, elle représente un lieu de mémoire, taillé dans le roc, de cette période coloniale de l'île. Une période qui nous rappelle les moments les plus méprisables et effrayants de notre passé. Une période qui réactualise les souffrances et les dégradations de l'âme humaine. La traite des Noirs fut un des génocides que l'humanité n'ait jamais connu.
C'était le temps où les esclaves furent introduits dans l'île par les premiers colons hollandais. Ensuite, les colons français importèrent des esclaves de Madagascar, du Mozambique, de la côte Swahili et d'Asie du Sud. Dès cette époque déjà, le marronnage faisait partie du quotidien des occupants de l'île. Et au cours du XVIIIe siècle et des premières années du XIXe, bon nombre d'esclaves, voulant s'échapper à leur terrible destin, prenaient la fuite pour trouver refuge dans les forêts et les montagnes. Le monde est un symbole du marronnage. Il y a un symbole, et qui était marronnage, c'est quand esclaves, ils risquaient la vie, nous besoin dire, pour sauver l'esclavage. C'est pas tout esclave qui est capable de sauver depuis ce mettre, parce qu'il y a une punition qui est extrêmement sévère. Ça, nous tous connaissons bien qu'il y a une punition qui est là. Donc, pour un esclave marron, pendant des mois et des mois, il connaît qui c'est Miley, c'était la mort certaine. Donc, mais il montrait à quel point les marrons et les esclaves qui ont envie de la liberté, qui soif pour la liberté. Et ça, tu viens un genre de threat, un genre de menace pour les habitants et pour les plantations. Parce que bien sûr, les marrons, ils sont dans la forêt, ils sont dans la montagne. Et ils ont besoin de la nourriture, ils ont besoin de vêtements, etc. Donc, ils ont besoin de descendre depuis la montagne, descendre depuis la forêt. Et aller vers une plantation, comme un esclave, tu peux donner autres. Tu as beaucoup de collaboration de un esclave, tu peux donner autres manger, boire. Mais quand tu n'as pas de collaboration, tu as besoin d'attaquer une plantation. Donc, le marronnage, tu as une menace pour une plantation. Nous pensons souvent en termes de marron, grand marron qui se passe dans la forêt, mais nous pas besoin d'oublier aussi qu'il y a un marron dans la ville aussi. La ville de Port-Louis, il y a des milliers de marrons. Et les autres types mélangent avec la population libre. Donc, c'est bien difficile pour un propriétaire et la police de trouver un marron. Donc, finalement, tout ça cause tellement beaucoup de problèmes que le gouvernement britannique il pensait qu'il est mieux qu'il pense en termes de l'abolition de l'esclavage. Dans son voyage à l'Île-de-France, Bernardin de Saint-Pierre écrit du Morne que cet endroit est environné de noirs marrons. Protégés par des pentes difficiles et quasi inaccessibles de la montagne et ses denses forêts, les esclaves évadés avaient formé, au fil du temps, des petits peuplements dans des grottes et au sommet de la montagne du Morne. La tradition orale autour des marrons a fait de cette montagne le symbole de la souffrance des esclaves, de leur lutte pour la liberté et de leur sacrifice. Un des mythes locaux liés à la période coloniale fait état d'un suicide collectif des marrons du sommet du Morne. C'est de là, dit-on, que se seraient jetés du haut de la falaise bon nombre d'esclaves marrons qui s'y étaient réfugiés. Au moment où ils virent arriver une colonne de soldats anglais qui avaient entrepris l'escalade de la montagne pour annoncer la nouvelle de leur libération et croyant à une opération visant à les capturer, ils se sont jetés dans le vide. Triste ironie du sort. Les malheureux avaient préféré mourir d'honneur que de se soumettre de nouveau à la terreur, l'horreur et la honte que fut l'esclavage et aux ambitions dominatrices de ces lâches d'antan
chasseurs d'esclaves au service des maîtres sanguinaires. Force est de reconnaître que la hauteur de n'importe quel plus haut sommet terrestre ne saurait égaler la grandeur d'âme de ces hommes qui, ayant trouvé l'ultime refuge en ce lieu, choisirent d'y mourir plutôt que se laisser pourchasser et capturer. Ce n'étaient pas les travaux forcés de l'esclavage qui avaient fait naître dans l'esclave le cri de révolte. Loin de là, c'était la terreur du système esclavagiste. C'étaient les actes de torture les plus monstrueux pour les faire plier au règlement qui les avait poussés au marronnage, à la révolte, contre eux-mêmes d'abord, qui s'est traduit par le refus d'accepter leur sort et à développer une résistance féroce, comme pour affronter le système et dire non à la fatalité. Ainsi, préférant se mettre debout et s'offrir au vide que de retomber aux mains sadiques des tortionnaires pour y subir les pires châtiments. Et le pire de ces châtiments amenait tout simplement le supplicié jusqu'à sa mort. Et après plus de 200 ans de domination, de travaux forcés, d'effroyables sévices infligés au corps, meurtris dans l'âme et la dignité plus que bafouée, dépouillés de tout, ils retrouvèrent enfin, par un matin du 1er février 1835, la liberté. Donc c'est en 1833 que le Parlement britannique a aboli l'esclavage dans toute une colonie anglaise. Et à Maurice, c'est en 1837 que ça prend effet. Donc le 1er février, l'esclavage est officiellement aboli. Mais ça ne veut pas dire qu'un esclave est vraiment libéré de la plantation et de ses maîtres parce que les Anglais commencent un nouveau système qui s'appelle apprenticeship, l'apprentissage, qui peut faire qu'un esclave reste dans la propriété avec ses maîtres pour encore une période d'années. Et la raison derrière ça, c'est parce que d'ici que tu commences à devenir bien important, un propriétaire sucrier a besoin de la main-d'œuvre et ils ont envie de garder un esclave dans leur propriété pour encore un nombre d'années. Mais ce qui finalement les Anglais ont découvert, et le Anti-Slavery Society fait campagne en Angleterre, c'est que l'apprentissage n'est pas vraiment différent de l'esclavage. Pareil comme tu as dans l'esclavage, tu as la chasse contre le marron, tu as la chasse contre l'apprenti. Tu peux continuer à fouetter l'apprenti, tu peux continuer à maltraiter les autres. Et donc, le Parlement britannique a décidé pour abolir l'apprentissage aussi. Donc, prématurément, ils ont aboli l'apprentissage et c'est en 1839 que tout les esclaves sont vraiment libérés. Donc, pour moi, en tant qu'historienne, je pense que le 1839, c'est une date beaucoup plus importante pour l'abolition de l'esclavage. C'est la vraie abolition de l'esclavage. Mais nous devons dire aussi que le gouvernement britannique n'a pas vraiment joué ce rôle à plein en ce qui concerne l'abolition, parce qu'il y a des esclaves libérés sans rien. Comme un historien américain, Eric Fonen, dit « Nothing but freedom ». Ce n'est pas rien sauf la liberté. C'est une liberté qui partit vraiment une fait avec beaucoup de préparation pour un esclave. Et donc, beaucoup ils retrouvent sur le pavé, une grande partie ils allent vers Port-Louis, de s'y espérer pour gagner un travail là-bas.
ban vieux, ban madame qui tiennent les enfants, et eux ont laissé pour le compte, ils n'ont pas tenu à la case. Et donc, ban apprenti, pas envie de recommencer le travail pour ban salaire bien bas. Ils ont envie de penser que c'est ce droit, en tant qu'ancien esclave, gagne un salaire décent et travaille dans ban l'air qui t'y convenable à eux. Mais ça, ban employé de l'époque, pas tellement d'accord avec ça. Et ce qui est arrivé pire encore, c'est dans les années 50 et 60, il y a eu une épidémie de malaria, du choléra, etc. Donc, nous avons une situation de crise pour les esclaves de l'époque, les anciens esclaves. Et les seuls qui vraiment ont survécu, c'est les qui tiennent un petit peu l'éducation ou les qui tiennent les enfants à l'école, ils ont réussi à monter petit à petit. Ils ont gagné un travail dans le gouvernement ou comme clerc dans une propriété. Ou les qui tiennent un métier. Donc, c'est ce groupe-là qui a réussi à émerger de sa liberté. Et eux aussi, c'est eux qui ont gagné la terre, ils ont acheté la terre après l'abolition de l'esclavage, ils ont réussi à établir les autres terrains. Donc, dans ces 66 000 esclaves ou quelques qui ont libérés après l'abolition de l'esclavage, nous pouvons dire que c'était une petite minorité qui a réussi dans la vie. Mais la grosse majorité, femmes, enfants, ban vieux du monde, nous pouvons dire qu'ils ont vraiment souffert, même après l'abolition de l'esclavage. La montagne mythique du Morne-Brabant incarne désormais le symbole de la résistance universelle contre l'esclavage. Sachant que le fait de ne tenir aucun compte d'événements historiques fondamentaux risquait d'être un obstacle à la paix et à la compréhension mutuelle, l'UNESCO, organisme de renommée planétaire, décida de briser le silence autour de la traite négrière et l'esclavage. En 1994, l'UNESCO a créé le projet « La route de l'esclave » afin de mettre en relief l'importance de cette tragédie et de ses incidences sur le monde moderne. Doté d'un programme pour la sauvegarde des patrimoines qui ont la particularité d'avoir marqué l'histoire des pays et des peuples, l'UNESCO consentit à l'avènement du Morne-Brabant au statut de patrimoine mondial de l'humanité le 6 juillet 2008 sous le nom de « Paysage culturel du Morne ». Aujourd'hui, auréolée de son statut de World Heritage Site, la montagne du Morne semble dévoiler l'histoire dans toute sa splendeur et ses horreurs. Donc souvent, nous lisons dans le livre d'histoire que l'esclavage à Maurice est bien mild, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi sévère que dans les autres pays. Mais nos lectures qui nous font depuis l'archive française, pendant que je travaille à la Truth and Justice Commission, nous trouvons au fait que l'esclavage à l'île de France est vraiment un des plus horribles qui tient dans la colonie française. Maurice était tout petit, il était bien difficile pour un esclave sauver, il était bien facile pour un chasseur de marron retrouver un esclave marron, et une punition était extrême. Même pour un esclave qui partit marron, qui peut rester leur propriété, c'était une punition qui date de l'époque médiévale en Europe. Donc c'est plutôt une torture qui tient. Donc, il est impossible pour un monde aujourd'hui de dire que l'esclavage à Maurice, qui tient l'esclavage qui est bien doux. Il est important qu'il y ait un site lié à l'esclavage et au marronnage qui vienne patrimoine mondial. C'est l'histoire de l'esclavage à Maurice bien reconnue internationalement. Devenu un point de rencontre pour tous les Mauriciens qui ont à cœur l'héritage, l'histoire, la culture et l'environnement naturel de leur pays, le Morne semble nous avertir que, pour autant de sang répandu, pour tout ce sel de leur corps que nos ancêtres ont sué sur le sol de l'île Maurice, nous n'avons pas le droit de laisser l'oubli historique étioler l'héritage de la mémoire de ce passé.
Les esclaves, ils étaient les fondations de la prospérité économique du pays. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Maurice est un miracle économique qui nous peut bien prospérer. Mais les fondations de l'économie-là, les bases de l'économie-là, n'étaient pas les esclaves. C'est eux qui ont construit la colonie de l'Île-de-France, c'est eux qui ont construit la colonie de Britannique. Toute l'infrastructure qui est trouvée dans Port-Louis, les bâtiments, ils ont construit à l'époque de l'esclavage. Les chemins, les ponts, ils ne construisent pas les esclaves. Donc, il est important qu'ils nous rappellent au XXIe siècle la contribution économique de les esclaves de l'époque. Il est facile aujourd'hui d'oublier quand nous pouvons un bâtiment moderne, un chemin moderne. Nous besoin rappeler que lors ce même chemin-là ou lors ce même site que tu as un bâtiment moderne, tu as des gens avant eux qui ont construit la case pour les gens rester, qui ont construit un bureau, qui ont construit le port, qui ont construit tout un bâtiment commerciaux qui nous trouvaient à travers l'île. Autant la domination fut horrifique, autant la résistance fut majestueuse. Qu'il fut long, ce chemin parcouru depuis la libération de l'esclavage. C'est un devoir sacré que de commémorer cette date chaque année, mais c'est aussi avec le sentiment que le présent doit rendre compte au passé. Plus que jamais, je pense que les jeunes besoin reconnaître les efforts que les gens avant eux ont fait. Ils ont besoin rendre hommage à esclaves engagés, engagés français, canadiens qui sont venus. C'est grâce à le travail, le dur labeur des ancêtres qu'ils peuvent vivre dans un Maurice plus prospère aujourd'hui. Et qu'ils ont besoin, eux aussi, pas être l'école, pas découragés, parce que les ancêtres qui viennent avant étaient dans une situation beaucoup plus pire que ce qu'ils ont été aujourd'hui. Et ils ont besoin aussi rappeler que le travail forcé, le travail exploité, il continue dans les autres pays. Et nous devons make sure qu'à Maurice, jamais nous permettent une condition pareille exister dans Maurice. Avec nos acquis et nos manquements, c'est l'histoire de la présente génération qui s'écrit lentement chaque jour. Combien de routes un garçon peut-il faire avant qu'un homme il ne soit? Combien l'oiseau doit-il franchir de mer avant de s'éloigner du froid? Combien de morts à canon peut-il faire avant que l'on oublie sa voix? Écoute mon ami, écoute dans le vent, écoute la réponse dans le vent. Combien de fois doit-on lever les yeux avant que de voir le soleil? Combien d'oreilles faut-il aux malheureux avant d'écouter leur pareil? Combien de pleurs faut-il à l'homme heureux avant que son cœur ne
Cours